Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 19e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canalet en direct de Milan et je suis accompagné comme chaque semaine par ma collègue dans ce projet, Valentina Clemente depuis Pérouse. Bonjour Valentina. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Cette semaine, nous faisons un premier bilan de la partie de saison qu'on vient de s'achever et nous parlons de l'évolution du football italien, mais aussi du rôle du consultant. Et pour parler de tout ça, nous sommes ravis d'accueillir Grégory Pesley, ancien joueur professionnel et désormais consultant principal sur la Serie A pour beIN Sport, que l'on retrouve à chaque journée de championnat lors des affiches aux côtés de Philippe Genin. Bonjour Grégory et bienvenue dans le podcast de Calcio Espresso. Bonjour Cédric, bonjour Valentina. Merci de m'accueillir tout d'abord. Et puis j'espère qu'on va partager un bon moment ensemble. C'est tout à fait ce qu'on souhaite nous aussi et on n'a pas de doute que ça va très bien passer parce qu'ici c'est avant tout la bonne humeur. Voilà, c'est devant parfait. un espresso. Grégory, commençons peut-être par parler de ce championnat d'Italie avec la phase retour qui a commencé le week-end dernier. Cela fait des années que la Serie A n'a pas été aussi indécise puisque l'on a 7 équipes qui se tiennent à 10 points en tête du championnat. Alors comment jugez-vous cette première partie de saison ? Très agréable et alors j'avais envie de dire surprenante, mais en fait l'AC Milan est dans la continuité de ce qu'elle produit depuis la deuxième partie de saison passée, confirme sa très bonne dynamique. Maintenant, on verra si elle est capable de tenir jusqu'au bout, mais en tous les cas, voilà, l'Inter, la Juve n'a pas dit son dernier mot. La Roma est là, elle ne parle pas d'elle, mais elle est toujours dans le coup. Les Napolitains, avec ce match en retard face à la Juve, voilà, elle peut basculer aussi du bon côté. Enfin, la Lazio, l'ADA, il y a ce qu'il faut et c'est top. Sincèrement, je prends du plaisir à commenter tous ces matchs avec Pipo Genin tous les week-ends. Quelle est votre principale surprise et votre déception en quelque sorte? C'est que soit une équipe, un joueur, un entraîneur? Ce qui est agréable, c'est surtout l'homogénéité positive du championnat cette année. Et le fait que la Juve ne soit pas devant avec entre 5 et 10 points d'avance, c'est très bien pour l'intérêt du championnat. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. C'est vraiment mon coup de cœur de la Serie A cette saison. Ça va jouer jusqu'au bout. Et puis, déception, il y a 2-3 clubs que j'attendais un peu plus haut. Je pense notamment à la Fiorentina ou même au Toro. Il y a toujours des bonnes ambitions et puis on s'aperçoit que ça ne le fait pas. Et voilà, quand je vois les équipes sur le papier de ces clubs, je me dis ça devrait être dans la première partie de tableau et c'est pas le cas. Donc voilà, les déceptions sont là. Vous l'avez évoqué au début, c'est l'AC Milan qui est en tête du championnat depuis plusieurs semaines, hein. Alors ils sont sur leur lancée effectivement depuis la reprise au mois de juin. Malgré tout, c'est un petit peu surprenant de les voir aussi haut. Pensez-vous qu'ils puissent aller au bout, sachant qu'il y a tout de même eu 2 alertes récemment contre la Juve et l'Atalanta? Sincèrement, il va falloir faire preuve de constance. On a vu que même dans les matchs entre les gros, elle a su répondre présent. Elle a su battre l'Inter, le Napoli, la Lazio. Il y a eu certes cette défaite assez lourde dernièrement face à l'Atalanta. Il faut que Milan soit au complet. Il y a eu les absences de Zlatan, ça a été compensé, ils s'en sont sortis. Après, il ne va pas falloir trop d'absence. On a vu les cas de Covid de Çalhanoğlu et Théo Hernandez sur certaines rencontres et on a vu que ça pouvait être compliqué. Donc, un Milan au complet jusqu'à la fin de saison, sincèrement, ça peut aller au bout. Qu'est-ce que vous pensez au contraire des débuts d'Andrea Pirlo comme entraîneur, le troisième de la Juve en 3 saisons? Il faut lui laisser du temps. Je pense que si les dirigeants l'ont mis en place, ils ont forcément intégré le fait que Pirlo soit un très jeune entraîneur. Certes, son CV de joueur parle pour lui. Il n'a plus rien à prouver par rapport à ça. Mais en tant qu'entraîneur, c'est complètement différent. Être à la tête d'une Juve qui est 9 fois championne consécutive et aller chercher un 10e titre, ce n'est pas anodin. Et le fait que Milan, l'Inter ainsi que la Roma fonctionnent bien cette saison, ça n'a pas aidé que Pirlo puisse s'épanouir assez rapidement. Et on a vu qu'il était dans la recherche de la bonne formule depuis le début de saison. C'est assez compliqué. Même nous, quand on est en train de poser l'animation, le système de Pirlo, voilà, c'est 4-4-2, 3-5-2, voilà, selon l'animation avec ballon ou sans ballon. Donc c'est assez délicat et il faut que les joueurs intègrent son système. Maintenant, il y a eu toute une première partie de saison qui a été plutôt correcte.
Maintenant, ils n'ont plus de temps à perdre. Donc, Pirlo va devoir faire le nécessaire, quoi qu'il arrive, si la Juve veut être championne. C'est là, ça fait 2 ans et demi que Cristiano à la Juve. On pouvait avoir des doutes au début. Est-ce que le mariage, c'est un mariage parfait? Il n'est pas loin d'être parfait, hein. Il est champion. Il est vrai qu'en Ligue des Champions, ça a été plus compliqué, parce que je pense que dans un coin de la tête de Cristiano, connaissant le compétiteur qu'il est, il aimerait bien soulever la coupe aux grandes oreilles avec la Juve. C'est une machine de combat, il est assez extraordinaire. Ce qu'il produit encore cette saison, c'est assez énorme. Il faudra compter sur la Juve, parce qu'il y en a qui les ont enterrés après la défaite, notamment face à l'Inter. Mais la Juve, on sait très bien qu'elle sait gérer ces moments compliqués. Et puis, elle a des joueurs au sein de son effectif qui ont l'habitude et qui ont cet esprit de la gagne. Et ça peut être déterminant dans le money time. Donc, cette Juve sera là encore une fois. Et je pense que ce mariage est très, très bon. Et sera excellent si, bien évidemment, sur le plan européen, la Juve arrive à aller au moins dans le dernier carré. Alors, il y a beaucoup de Français ou francophones qui jouent en Italie. Il y a des stars comme Ribéry à la Fiorentina qui assure son rôle de leader malgré, vous le disiez tout à l'heure, un contexte un petit peu compliqué. Il y a aussi des révélations comme Enzola à Lo Spezia ou encore Théo Hernandez qui devient vraiment incontournable à l'AC Milan. Est-ce que vous avez des joueurs qui vous impressionnent particulièrement? Ah, on peut noter Jordan Verretou à la Roma, Hmm. qui s'est installé et qui est excellent au sein de ce milieu de terrain. Il a la responsabilité de tirer les pénaltys, donc ce n'est pas anodin. Ça prouve l'ampleur qu'il prend au sein de cette équipe. Après, il faut pas mettre de côté Adrien Rabiot. Il y a du turnover assez conséquent parce qu'il y a beaucoup de matchs du côté de la Juve, mais il fait partie intégrante pour moi des titulaires de Pirlo avec Bentancur, McKennie et Arthur au milieu du terrain. Donc Adrien est là. Il y a Bakayoko qui est très intéressant du côté du Napoli. Il y a pas mal de Français qui se débrouillent. Meite est arrivé à Milan, on va le laisser faire aussi son chemin. Le jeune Kaloulou aussi qui est en train de prendre ses marques. Voilà, c'est très intéressant de voir autant de Français dans le championnat italien. Et puis, bah, bien évidemment, on les suit avec un œil particulier. Et après, bon, Théo Hernandez, je le suis parce que voilà, j'ai évolué au même poste. Donc, j'ai toujours un œil un peu plus avisé. Et ce qu'il est en train de faire, bah, c'est plutôt épatant. Et le meilleur reste à venir pour lui. Juste Théo Hernandez, est-ce que pour vous c'est le meilleur à son poste en Serie A, voire le meilleur français? Beaucoup d'observateurs aimeraient le voir en équipe de France. Oui, mais c'est légitime de penser ça. Parce que par ses performances dans un gros club, il est en tête du championnat italien. Ça va faire quasiment un an qu'il arrive à être constant dans la performance. C'est ce qu'on demande. Le seul bémol, c'est que, connaissant aussi la vision des sélectionneurs, il faut que Théo Hernandez soit très fort sur le plan européen aussi. Donc, on va attendre les matchs sur la scène européenne, même si ce n'est pas la Ligue des Champions aujourd'hui. Mais s'il confirme aussi à ce niveau-là, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas sa chance en bleu. Justement, à peu près sur la même ligne, ici en Italie, surtout mes confrères roumains, ils se posent la question pourquoi Verretou, il n'était pas si connu avant d'arriver à la Roma? Pourquoi, avec son passage, il a changé totalement de dimension? Bah, il y a peut-être aussi une question de maturité. En France, il avait fait ses preuves à Nantes. Quand il est passé à Saint-Étienne, ça s'est bien passé aussi. Il y a eu ce passage en Angleterre. Quand il est arrivé à la Fiorentina, il s'est vite adapté à la Serie A et il a montré que c'était un élément clé. Il a passé ce petit palier avec la Roma en premier rôle. C'est peut-être le moment pour lui de pouvoir taper à la porte de l'équipe de France. Après, il y a des choix et puis il faut savoir qu'en équipe de France, il y a énormément de monde au milieu de terrain. Et c'est un effectif qui a été champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour pouvoir faire son trou et accéder à cette équipe de France, il faut être ultra performant. Maintenant, ce sont que des choix. Mais en tous les cas, potentiellement, il a le niveau pour être en bleu. Qu'est-ce que vous pensez de Osimhen? Il avait bien démarré avec les Napoli, mais entre blessures après le Covid, il y a une certaine peur qu'il ait pris du retard, encore plus vu la situation compliquée à l'équipe. Ouais, je pense que ouais, Valentina, tu as tout résumé. Covid, blessure, c'est compliqué. Déjà, il fallait qu'il s'adapte à un nouveau football, à une vie complètement différente. Tout est allé très vite pour Osimhen, hein, parce qu'il a explosé très vite à Lille. Et là, d'un seul coup, 80 millions d'euros transfert au Napoli, il faut le digérer, c'est pas évident. Ça reste un jeune joueur. Alors, bien évidemment, il a un potentiel énorme. Il est plein de qualités. Là, on a démontré d'ailleurs dès ses premiers matchs. Il va falloir qu'il se remette au niveau. Et après, bah, on verra si Gattuso pourra le mettre et l'aligner parce que bah, il y a du monde aussi devant. Et quoi qu'il arrive, ça sera bénéfique qu'Osimhen revienne à un gros niveau. Ça voudra dire que le Napoli jouera les premiers rôles aussi.
Autre cas particulier, c'est la de Rugani. Juste qu'il vient d'arriver en Italie, à Cagliari. Il y a un passage à Rennes qui était court. Quel regard avez-vous sur son passage, s'il avait suivi un peu et il y a quelque chose qui n'a pas marché ou c'était simplement, vu les contextes aussi, l'envie de peut-être rentrer en Italie? C'est difficile de juger en si peu de temps. Après, parfois, vous avez des qualités pour vous adapter à un style de football aussi. En France, c'est différent. Il a Ouais. cette culture italienne. Il sort d'un énorme club, la Juve, où là-bas, il a tout gagné. À chaque fois, il est aligné à côté de Bonucci ou Chiellini, avec un système différent, souvent dans une défense à 3. Là, à Rennes, c'est complètement différent. Il y a des projets de jeu qui sont aussi différents, des mentalités différentes. Parfois, vous ne rentrez pas dans les cases et il ne faut pas forcément chercher des explications. Peut-être que le football ne lui convenait pas. Lui a dit que voilà, il avait été bien accueilli, que ça s'était bien passé. C'était une nouvelle découverte. Ça n'a pas matché. Voilà, ça arrive. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Et Je pense peut-être aussi les contextes. Il venait d'avoir un bébé, la situation oui, quand même sanitaire, les complications. Peut-être ils ont joué sous l'effet qu'il a eu envie de ne pas perdre, entre guillemets, trop de temps et rentrer dans un contexte qu'il connaissait un peu mieux. oui, c'est possible. C'est pour ça on n'a pas vécu avec Rougani au quotidien. On ne sait pas comment ça s'est passé. Après, il y a sa vie extrasportive aussi. Donc, il y a plein de paramètres qui ont fait que c'était plutôt compliqué pour lui. Et la voie de la sagesse, c'est de revenir dans un championnat où on a déjà ses habitudes, où dans la vie de tous les jours, on s'y retrouve. Et c'est vraiment plus simple pour pouvoir s'exprimer aussi. Il n'y a pas 10 000 explications. Voilà, l'Italien revient en Italie, un championnat qu'il connaît, et ça sera plus simple pour tout le monde, je pense. Et c'est une bonne affaire pour Cagliari. C'est aussi un championnat que vous connaissez bien, puisque vous le commentez depuis quelques années maintenant. Quel regard vous portez sur l'évolution de la Serie A, qui était vraiment un championnat dominant lors des années 90-2000, qui ensuite a eu un gros passage à vide, en tout cas qui a été dépassé par les autres championnats européens, mais qui semble un petit peu aller mieux. Est-ce que c'est votre avis, la Serie A est un petit peu sur le retour? Oui, ça va faire quoi? 4 ans quasiment que je commente l'Italie. Elle est dans une évolution positive depuis que je la commande, sincèrement. Voilà, c'est cyclique. Les championnats, ça se passe comme ça. Il y a une domination espagnole. Bon, je ne vais pas revenir trop loin non plus, mais dans les années 70, c'était les Néerlandais. Après, il y a eu les Anglais. Les Allemands ont été là aussi. C'est cyclique, le football. Et puis, beaucoup de choses sont liées à l'économie, bien évidemment. On sait qu'il y a eu un trou d'air en Italie déjà dans la vie de tous les jours. On sait qu'en Italie, c'était très compliqué sur le plan économique. Donc le football n'y a pas échappé. Par la force des choses, c'est compliqué d'attirer des joueurs, d'avoir une pérennité aussi au sein des clubs, parce que financièrement, il faut avoir les moyens pour payer tous ces joueurs de grande qualité. Et la force de l'Italie aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'institutions. Quand on voit aujourd'hui tous les clubs qui sont devant, les deux Milan, les deux clubs de Rome, la Juve, le Napoli sont là. Ça prouve que le football italien revient en grande pompe. Et pour valider tout ça, il va falloir positionner un ou deux clubs dans le dernier carré des compétitions européennes. Et là, on pourra dire que l'Italie revient en force. Tant qu'il n'y aura pas une victoire ou une finale, où on a vu la Juve en 2015 et en 2017 accéder au final, mais bon, ça s'est mal passé. Tout est lié, je pense. Quoi qu'il arrive, le pouvoir d'attraction des clubs italiens est très important. Et quand on voit notamment un joueur comme Cristiano qui est arrivé en Serie A, c'est qu'il y a une bonne raison. Comment a évolué la figure du défenseur que vous connaissez bien? L'Italie était la patrie référence dans ces rôles. Quelle différence voyez-vous au fil des années? Même en faisant certaines équipes du bas de tableau aux commentaires, toutes les équipes jouent pour gagner. Et elle est là la grosse différence. Par rapport encore à certains championnats, je vais penser notamment au championnat de France, inévitablement, où généralement vous entrez sur le terrain pour essayer de ne pas perdre. Donc elle est là la grosse différence. C'est une question de mentalité. Et je pense qu'elle a changé, elle a évolué en Italie. Sur le plan statistique, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que le ratio de buts par saison en Italie est en légère augmentation. Nous ne sommes jamais déçus. Tous les week-ends, il y a des buts. Et le catenaccio, c'est révolu. Ça n'existe plus. C'est une réalité. Même si tous les joueurs qu'on peut avoir sur Beansport dans certaines interviews nous disent que la mentalité sur le plan tactique est restée identique, ça travaille énormément. Donc, il y a toujours ce souci d'être solide, bien évidemment. Mais le fait de pouvoir attirer des joueurs offensifs de grande qualité et d'avoir cette mentalité de vouloir
s'imposer dans chaque rencontre, ça donne un spectacle totalement différent. Quand vous avez la mentalité et la qualité, bah, généralement, ça se passe bien tous les week-ends sur chaque terrain d'Italie. On a vu cet hiver la Juve et l'Inter, les deux clubs les plus riches, ne pas recruter ou juste des jeunes pour le futur dans le cadre de la Juventus. La crise liée au Covid fragilise vraiment tous les clubs dans tous les championnats. Ça pourrait durer puisqu'on voit par exemple que les appels d'offres sont compliqués actuellement, que ce soit en Italie ou en France. Êtes-vous inquiet pour le football? On parle parfois peut-être d'une explosion de la bulle à venir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Ben oui, forcément, parce que bon, ce qui se passe en France aujourd'hui avec Mediapro et puis les droits télé, ça peut être gravissime pour certains clubs qui, bien évidemment, ont budgétisé toute leur saison par rapport aux droits télé. Et quand ça représente plus de 60%, 70% de la masse salariale, il est évident que ça peut être un très très gros coup dur. Alors, je ne vais pas dire que certains clubs vont presque mettre la clé sous la porte, mais sincèrement, on va être borderline, hein. Donc, ça va être compliqué pour le football en général, bien évidemment. Après, les structures qui sont solides ou qui ont déjà travaillé en amont, comme vous le disiez, sur certains jeunes, ou elles vont pouvoir se reposer sur la qualité de ce recrutement pour pouvoir avancer. Donc, elles auront un temps d'avance. Après, difficile de savoir comment ça va se passer, bien évidemment. Je ne suis pas devin, mais certes, ça va être compliqué, mais je pense que les entités fortes s'en sortiront quoi qu'il arrive. Je trouve qu'il y a des liens très stricts entre l'Italie et le Paris Saint-Germain, votre premier club professionnel. C'est simplement le travail fait au fil des années par Leonardo ou il y a quelques détails qui rapprochent plus l'équipe parisienne peut-être à l'Italie? Très, très bonne question. Il y a cette fibre hein, qui s'est installée par la force des choses. Leonardo est arrivé, bon, il avait connu Paris à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec lui quand il était encore joueur. Et il a apporté cette rigueur, cette mentalité aussi, parce que le fait d'être passé à Milan et d'avoir côtoyé de grands dirigeants, et quand on connaît l'intelligence de Leonardo, il faut reconnaître que à Paris, c'est une réelle plus-value. Et le réseau qu'il a est très important et bénéfique. Donc, tant mieux pour Paris. Ça fait énormément de bien. Après, voilà, quand on voit des Thiago Motta qui sont passés, ils ont cette mentalité et c'est bénéfique pour Paris. Voilà, quoi qu'il Ouais. arrive. Mais On voit après, aussi Florenzi, par exemple, qu'il est arrivé et après tout ce qu'il avait passé à Rome aussi, je vais dire mentalement, on n'imaginait pas qu'il allait s'installer si vite dans l'équipe. Et finalement, les gens à Rome, presque, ils les voudraient en arrière parce qu'ils disent qu'il leur manque. moi, je vais être direct avec vous. Quand j'ai vu Florenzi signer à Paris, j'étais très surpris que la Roma l'ait lâché. Alors, il y a peut-être eu des conflits en interne que l'on ne sait pas. Moi, je préfère pas en parler. Mais moi, dès que Florenzi a signé à Paris, bon, moi, je suis parisien, hein, bien évidemment, c'est mon club de cœur. Quand j'ai vu arriver, j'ai dit jackpot, c'est top. Surtout que sur le côté droit, il y avait des difficultés à Paris. On n'y avait même pas pensé. Voilà. Quand on est à l'extérieur et on se dit qu'un joueur comme Florenzi a la possibilité de partir de la Roma, on se dit, mais c'est assez incroyable. Parce qu'à droite, à la Roma, bon, il y a Karsdorp qui est en train de se refaire une santé. Il y a Bruno Pérez qui a des difficultés à revenir. Bon, Spinazzola peut jouer à droite, mais Fonseca préfère le faire jouer à gauche. On se dit qu'un Florenzi aujourd'hui à la Roma, bah, ça serait plus qu'intéressant Cadeau. de l'avoir. Ah oui, ça serait un gros cadeau. Donc voilà, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas forcément. Bon, en tous les cas, moi, je suis très heureux d'avoir Florenzi à Paris. Ça, c'est une certitude. Passons un petit peu plus précisément à votre activité de consultant. Vous avez rejoint Bein Sport dès la fin de votre carrière de joueur en 2012. Être consultant, est-ce que c'était déjà une idée précise ou ça s'est présenté un petit peu par hasard? Non, sincèrement, c'était le hasard. À partir du moment où j'ai arrêté ma carrière en 2012, je m'étais dit, je vais faire un break. Football, on va mettre de côté. Parce qu'après 15 ans voilà, de haut niveau, on a besoin de souffler. Après, on n'est pas tous pareils, hein. Il y en a qui aiment bien se replonger directement dedans. Moi, mentalement, j'arrivais un peu à saturation. Donc, j'ai dit, bon, on va se mettre un peu de côté. Et puis, bah, le football vous rattrape, inévitablement. Après, il y a une histoire de timing. Et voilà, parce que Bein venait de se créer en 2012, j'arrête en 2012. En septembre, je reçois un coup de fil, notamment de Pipo Genin, par l'intermédiaire de Charles Bietri, qui avait monté toute la rédaction. Et Charles Bietri était mon président au PSG en 98.
Si je vous la fais courte, Philippe Genin m'appelle, me dit: «Bon, tu arrêtes définitivement ta carrière?» Je lui dis: «Bah oui». Et il me dit: «Bon, bah, c'est très bien». Il me dit: «Est-ce que tu es mobile?» Voilà sa première question. Je lui dis: «C'est quoi cette question?» Je dis: «Bah oui, je suis mobile». «Tu es sur Paris?» Je lui dis: «Ben oui». On était un jeudi, hein, je me souviens comme si c'était hier. On était un jeudi et il me dit: «Samedi, tu es dispo?» Je lui dis: «Ben oui, mais pour faire quoi?» «Ben, ça serait bien que tu ailles à Évian». Il y avait Évian-Tonon-Gaillard, Monaco, je crois, ou un truc comme ça, pour commenter. Je dis: «Comment ça pour commenter?» Je ne sais pas commenter moi. On n'arrive pas comme ça pour commenter. Il dit: «T'inquiète pas, on sait comment tu es, on a vu comment tu étais, sur toutes les interviews durant ta carrière et cetera». Donc ils avaient déjà une petite idée par rapport à ça et ils m'ont dit: «T'inquiète pas, tu seras guidé par 2 journalistes sur place» et voilà. Donc soit je disais oui ou non et bah, j'ai dit, banco, j'ai dit oui, puis je suis parti à l'aventure et maintenant ça va faire, plus de 8 ans que j'y suis et ça a commencé comme ça. C'est très bien, mais souvent c'est comme ça, on commence un peu par hasard et d'un certain point de vue, c'est aussi mieux parce qu'on n'a pas le stress de l'avant, de la préparation, de dire, voilà, on rentre et c'est parti. Après, c'est l'adrénaline qui fait le Oh reste. oui, c'est pas faux. Après, je ne suis pas un stressé de nature. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis plutôt, posé, calme, tranquille. Donc j'ai vu ça comme une nouvelle expérience. Je voulais voir l'envers du décor. Après, voilà, faut faire attention à tout ce que l'on dit et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est ce petit côté, que j'aime moins. C'est l'inconvénient. Parfois, on peut manquer un peu de naturel dans les commentaires parce que, on «s'auto-censure» entre guillemets parce qu'il faut faire attention à toutes les âmes sensibles. Donc notre humour ne sera pas forcément celle des autres et donc ça peut être mal perçu. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Donc, voilà, c'est juste ça qui m'embête dans ce métier. Mais sinon, c'est une expérience formidable et sincèrement, on apprend sur soi-même et puis on découvre beaucoup de choses et c'est super intéressant. Après la Ligue 1 et la Ligue 2, vous êtes installé justement sur les footballs italiens. Comment cela s'est passé et vous avez des surprises sur les foot italiennes par rapport à ce que vous pensez, des idées reçues, voilà. C'est vrai qu'on a tendance à toujours tout comparer. Il est vrai que moi, j'ai baigné que dans la Ligue 1. Par ma carrière et puis ensuite par mes 3, 4 premières années aux commentaires, j'étais que sur la Ligue 1. C'était une découverte agréable parce que bon, voilà, je suis de la génération où je regardais aussi le football italien, le grand Milan de l'époque. Je suis la Juve de Zizou, même par mon père, je regardais la Juve de Platini, le Napoli Maradona. Donc voilà, quand on aime le football, on regarde évidemment toutes ces équipes. Mais le fait de travailler et de mettre les pieds dedans, surtout quand on allait en Italie, on s'imprègne un petit peu de cette atmosphère, et on sent que c'est un pays de passionnés. Voilà, c'est un pays de football. Moi, je me remémore certains instants quand il y avait les derbys milanais ou quand on est au stade, c'est exceptionnel. Voilà, il y a cette passion et c'est ce qui manque aujourd'hui. Voilà. Il y a une équipe dans votre jeunesse dans laquelle vous auriez aimé jouer en Italie et si oui, laquelle, si on peut demander, et pourquoi? Pour rien vous cacher, à l'époque, Milan, l'AC Milan avait, un petit œil sur moi quand j'ai commencé ma carrière au PSG. Donc voilà et puis moi Milan, j'aimais l'époque, Rijkaard, Van Basten, Gullit. Voilà, c'était une équipe qui faisait rêver. Ouais, moi j'ai toujours été attiré par l'AC Milan à l'époque. Maintenant aujourd'hui en tant que consultant, c'est complètement différent. Je suis, objectif sur tout ce que je fais bien évidemment, du moins j'essaye de l'être. J'ai pas de préférence particulière, je suis, surtout en admiration devant le travail de l'Atalanta Bergame que j'adore commenter et voilà, mais sinon non, il y a pas de que Milan soit champion, la Roma, la Juve, le Napoli, moi je tant que c'est le football qui en sort grandi, moi c'est surtout ça. Non, mais c'était surtout sur la jeunesse. Voilà, quand on est joueur, peut-être on a des rêves. Et surtout, il y a des équipes, comme tu disais, qui te marquent. On ne les cache pas ici. Moi, je suis supportrice de Naples. Mais à Ouais, l'époque, quand j'ai grandi, mon oncle était supporter de la Milan. Et quand même, j'avais une admiration, moi aussi, pour Gullit, Van Basten, Rijkaard, et voilà, et ben tous oui, c'est une ces question de gens-là. génération, ouais. Ouais. Exactement. Donc, Ben oui. si on aime le football,
on va au-delà du supporterisme aussi et Je on suis dit d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est le problème de certains supporters aussi. ouais, Quand on sort quelque chose de bien sur une équipe, ça y est, ils nous On est cataloguent contre comme l'autre. supporters. ouais. Exactement. Alors que Mm. non, il faut dissocier et agir avec bon sens. Mais bon, voilà, ça reste des supporters. On peut comprendre leur amour pour leur C'est, maillot. Mais oui, je pense que c'est une question de perspective, dans le sens, nous, dans notre travail, on peut être, entre guillemets, moi, je fais des commentaires sur les Napoli qui peuvent être positifs ou négatifs selon qu'est-ce qu'il passe, mais je suis jamais partisan dans le sens du commentaire et je me sens libre de dire, de parler de n'importe quelle équipe parce que c'est aussi mon travail. Après, quand bah oui, c'est votre métier. je dois faire comment dire, un commentaire qui c'est un peu moins professionnel, je peux le faire, mais je dis, écoutez, là, je rigole un peu, voilà, on essaie de dédramatiser un peu parce qu'on a besoin aussi de dédramatiser Bien sûr. notre rôle. Mais il faut pas se mentir, hein. Chaque personne qui travaille autour du football ou dans le football a une préférence pour un club. Ça serait mentir de dire l'inverse. Donc, il faut essayer d'être plus droit possible, tout simplement, et après être objectif et logique dans tout ce que l'on argumente. Mais Ouais. moi, c'est plus, voilà, faut faire. Ce sont plus les supporters qui commencent à devenir parano parce qu'on va sortir une phrase ou deux sur un ou joueur ou sur une équipe et ils vont nous cataloguer. C'est ça, c'est plus ça qui me dérange. C'est Après, ma triste. chance à moi, oui, après ma chance, c'est que je n'ai jamais joué en Italie. J'ai toujours revendiqué le fait d'être parisien et c'est une réalité parce que je suis né à Paris, j'ai commencé au PSG, j'avais 8 ans jusqu'à 23 ans. Donc moi, c'est mon club de cœur. Aujourd'hui, le PSG restera le PSG avant tout le monde. Donc c'est pour ça que moi, en Italie, j'ai pas de souci par rapport à ça. Depuis un an, le foot est à huis clos, alors, ou presque. Il y a eu une petite période avec un petit peu de public. Alors cela a bien sûr aussi des conséquences sur les commentateurs, dont les déplacements à l'étranger sont de plus en plus rares. Est-ce plus compliqué de commenter depuis une cabine à Paris par rapport à un stade? Alors bien sûr, il manque l'ambiance. Au-delà d'être en cabine, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué par rapport à l'analyse de certaines situations. Voilà, parce qu'on n'a pas de plan large. Ce que les téléspectateurs regardent, nous avons les mêmes images. Sauf que nous, on doit commenter en direct. Donner son avis dans la seconde. Enfin voilà, tout analyser et c'est pas toujours évident. Le souci, c'est que, notamment pour le consultant, je parle en mon nom, parce que lui, Philippe Genin, va faire vivre le match. Ça leur appartient aux journalistes. C'est loin d'être facile. Maintenant, nous, les consultants, on est là pour apporter notre expertise et notre vécu d'anciens joueurs. Donc, depuis que l'on travaille régulièrement en cabine, il est vrai que moi, parfois, je suis plus dans l'anticipation. C'est-à-dire quand je vois un bloc équipe bouger de telle manière ou voir juste une attitude corporelle d'un joueur qui est peut-être à l'opposé, parce que moi, je regarde tout ce qui se passe dans la télé et j'anticipe par rapport à mon vécu son appel de balle. Et généralement, je me trompe assez rarement. Donc, ça passe à peu près. Mais il est vrai que quand on est au stade, ça n'a pas de prix parce qu'on voit l'attitude des joueurs hors caméra et ça en dit long parfois sur certaines situations. Les attitudes sont très intéressantes à analyser. Et quand un joueur est dans le trou pendant 20 minutes, on n'est pas étonné parce qu'on a vu certaines des prémices. Et à la télé, on ne peut pas. Et on a nos limites sur certaines actions et c'est assez embêtant par rapport à ça. Donc rien ne vaudra le fait d'aller au stade, bien évidemment, au-delà de l'ambiance, parce que bon, maintenant, on s'est habitué avec les huis clos. Mais les premiers matchs à huis clos à commenter dans une cabine, oh, le calvaire, c'est une catastrophe, sincèrement. Et parfois, les petites musiques d'ambiance ou les bandes son, ça nous trouble plus qu'autre chose. Et le téléspectateur aussi n'est pas forcément fan. Donc voilà, c'est assez compliqué. Maintenant, on essaie de positiver et de gérer du mieux possible et on s'adapte. Vous commentez avec Philippe Genin, voix de l'Italie en France depuis des années sur Canal puis sur Bein Sport. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il a été à l'origine de votre arrivée d'ailleurs sur Bein. Alors comment vous préparez les matchs ensemble? Est-ce que c'est mieux de travailler quasiment tout le temps avec la même personne, au niveau des automatismes peut-être comme sur le terrain? Oui, il y a deux sons de cloche par rapport à ça. Alors, moi, j'ai eu cette chance pour me former, d'avoir travaillé avec beaucoup de journalistes. Ils ont tous une gymnastique et des méthodes différentes.
même si in fine, voilà, on est dans le commentaire de match, donc on s'y retrouve tous. Mais il y a des petites béquilles. Chacun a sa façon de fonctionner et de travailler. Donc moi, ça a été très enrichissant par rapport à ça. Je pense que ça a été bénéfique. Et le fait ensuite de se stabiliser avec un journaliste et de former un binôme, ça facilite énormément les choses. Et notamment aujourd'hui, je m'en rends compte avec Pipo par rapport au fait de commenter en cabine. On se marche très, très rarement dessus. Parfois, on peut même ne pas se voir, être dans une cabine différente. À son intonation de voix, je sais que quand il va finir sa phrase, je vais pouvoir enchaîner, ou je sais que quand il laisse un petit laps de temps, il va renchaîner peut-être sur une stat, ou enfin voilà, on a nos, ça se commande pas, Référence. hein. Oui, voilà, on a nos habitudes maintenant, on a des accointances, et le fait de former un binôme avec Pipo, bah, ça facilite énormément les choses aujourd'hui. Tu parlais du manque de l'ambiance du stade. Il y a une ambiance entre tous les stades italiens qui t'a vu, qui t'a marqué particulièrement. Bah, le derby de Milan, il est beau, hein. Après, il y a eu un match aussi au San Paolo qui était sympa. Ouais, parce que bah, l'ambiance est top aussi. Donc voilà, je ne veux pas avoir de favoritisme par rapport à tout ça, mais quand les stades sont remplis sur les grosses affiches, que ce soit à Rome, à Naples ou à Turin, parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau stade, la bande sonore, quand la Juve joue, c'est top, quoi. Et quand il y a un but, bah, ça fait du bruit. Il y a une caisse de résonance qui est énorme. Et c'est un stade qui a été très, très bien pensé. Mais il est vrai que pour avoir fait quelques derbys milanais, ouais, c'était plutôt sympa. Pour terminer cet entretien, quel est votre pronostic? Qui sera champion d'Italie? Alors là, On laisse passer la euh, bande sonore, l'hymne de la Serie A. ouais, c'est très bien comme ça. Et sincèrement, s'il y a bien une année où c'est compliqué, faut pas avoir de langue de bois, hein, mais je pense que c'est l'année de l'Inter, moi. Je pense que c'est l'année de l'Inter. Ils n'ont plus que ça à jouer. Là, ils ont perdu en plus en coupe. S'ils se font sortir en coupe, je pense que le groupe va tout faire pour être champion. Ils sont dans les clous. Ils ont un groupe de grande qualité. Moi, je pense que le plus grand adversaire de l'Inter, c'est l'Inter. Parce qu'on l'a vu les années précédentes. Quand on pensait qu'ils étaient capables de passer le cap, bah non, ils n'y arrivaient pas. Alors, on se pose toujours des questions. Parce que c'est la faute de l'entraîneur. Quand il y avait Spalletti, je pouvais me poser la question. Mais là, avec Conte, il y a un coach qui sait gagner. Et donc, le message qu'il véhicule sera bon, quoi qu'il arrive. Donc, ça leur appartient. Ils ont les clés entre les mains, l'Inter. Maintenant, Milan, ça serait beau qu'ils redeviennent champions. Et puis, la Juve, un 10e titre, ils sont capables d'aller le chercher. Même s'ils ont encore 7 points de retard avec un match de retard, ça fera que 4 en cas de victoire. Et moi, je dis la Juve, c'est pour ça, c'est trop, trop compliqué, sincèrement. Ouais, moi, je vais dire l'Atalanta Bergame, comme ça, je vais mettre tranquille. Comme ça, on n'a pas de soucis, on reste tout Voilà, tranquille, surtout Cédric avec l'Inter, parce que sinon, d'ici à la fin de la saison, on va les perdre s'ils se concentrent trop. Cédric, t'es pour l'Inter, toi? Oui, D'accord, ben, je Il pense que a c'est ses l'année, hein. problèmes. Mes arguments sont bons, non? tes arguments sont très bons mais c'est vrai que voilà, le principal adversaire de l'Inter, c'est l'Inter et le principal atout de l'Inter, c'est peut-être Conte, c'est peut-être aussi le principal frein puisqu'il fait régulièrement des sorties assez négatives encore hier soir sur le projet qui est mort depuis août. Et, Et oui, donc c'est pour ça. Ils se mettent des bâtons dans les roues c'est ça. et c'est incompréhensible. Mm. Après, il est vrai que là, je ne contrôle pas, mais par rapport à tout ce qui se passe côté extra-football avec le rachat, pas de rachat, je sais que c'est Les compliqué. salaires qui sont décalés, c'est vrai que tout ça peut créer Voilà, des des primes problèmes. sur certains transferts qui n'ont pas Mhm. été versés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses compliquées à l'Inter. Extra sportif. Oui, L'extra sportif extra-sportif, qui va exactement. peser malheureusement après sur les résultats de l'équipe. On les voit Bah, à l'Inter, on- à on- Naples et c'est ailleurs. ça. À la Et Rome oui, c'est le aussi, problème. avec les problèmes inter Fonseca et Dzeko jusqu'à il y a quelques jours. Je suis d'accord. Mais c'est là qu'on voit la force d'un groupe. Là, il faut qu'il fasse corps.
faut qu'il y ait une union et voilà, ils ont un objectif commun et ça, faut qu'ils soient conscients. Et que ce soit à l'Inter, à Naples, ou voilà, il faut être soudé dans ces moments-là, faire fi de l'environnement et avancer. Et eux, leur métier, c'est d'être sur le terrain et de gagner les matchs. Voilà. Juste un dernier petit mot avant de finir. On a connu le Grégory Pessler joueur pendant de nombreuses années. On connaît le consultant. On avait aussi entrevu le jeune Grégory Pessler acteur dans Didier. Non, Est-ce qu'il y a d'autres envies de carrière ou est-ce que consultant, c'est bien comme ça? non, il y a d'autres envies de carrière. J'ai le projet de passer mon diplôme au CDES de Limoges pour être manager sportif. J'aimerais bien intégrer un club. Bon, directeur sportif, c'est un bien grand nom, mais voilà, j'aimerais bien coach. Je pense c'est pas, on l'est ou on l'a pas, ça, de toutes les manières. Et j'ai pas forcément cette fibre, même si mon rôle de consultant me permet d'analyser le jeu de beaucoup d'équipes et tactiquement, voilà, je commence à être armé et c'est très très intéressant parce que quand on est footballeur, on s'attelle pas forcément à toutes ces choses-là. Mais il est vrai que le fait de voir énormément de matchs, le fait d'avoir vu les matchs en France, en Italie, ça m'a Un bon bagage. réconforté dans tout ça. Voilà, je pense être solide. Donc, intégrer une structure d'un club en tant que conseiller de football ou directeur sportif, avoir un projet de la formation jusqu'à l'équipe première, j'en ai plein la tête. Et il est vrai que j'ai pas été international, c'est une réalité. Maintenant, j'ai eu la chance de côtoyer d'énormes joueurs et d'avoir connu beaucoup de dirigeants. Donc, j'ai un réseau qui est plutôt conséquent. Donc, il va falloir l'utiliser à un moment donné. Donc, c'est une question aussi de timing, de chance, de réseau, de connaître la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc, j'espère que ça fonctionnera, tout en ne délaissant pas le fait d'être consultant le week-end, parce que j'aime ça aussi. Eh bien, on te le souhaite d'intégrer le CDES de Limoges, qui est, c'est vrai, une très très belle école. Puis ensuite, de trouver un joli projet en France ou peut-être en Italie, Ouais. puisque maintenant, un petit peu la Ouais. double casquette. Double casquette. Bon, il est vrai que ça serait plus compliqué en Italie déjà, pour moi, parce que je connais pas tout le monde, pas les dirigeants, etc. Donc, c'est plus compliqué. Puis, il y a aussi la barrière de la langue. Même si je le comprends correctement, j'essaye de lire la Gazzetta, Tutto Sport et compagnie, mais il faut parler couramment quand même pour s'intégrer dans un projet. Eh bien, merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous. Consultant Bein Sport donc, est spécialisé sur la Serie A, qu'on te retrouve dès ce week-end et lors de toutes les affiches de cette fin de saison aux commentaires. Merci à vous pour l'accueil et puis à très vite. Et puis j'espère que l'on se reverra sur les stades parce que là, ça commence à faire long, très très long. Oui. Donc voilà. On a besoin de respirer foot. Voilà. Oui, je suis d'accord. Ça nous manque énormément. Et puis les émotions sont totalement différentes. Et un football sans supporters, c'est un football qui est fade et qui ressemble plus à grand chose. Donc ça devient compliqué. Mais bon, on va positiver. Donc Valentina, Cédric, merci pour tout en tous les cas. Et puis à très vite. À très vite. À très vite. Merci Grégory. Merci. Travail de la part de Toloy et surtout du petit Maïele. Quel but! Oh, elle est magnifique cette frappe. La première tentative, elle est signée par Leiva qui va aller Maruzic qui va aller saluer le banc. Regardez, il vient saluer cet homme, Lulic, qui fait son retour. C'est lui qui occupe son poste. Il est magnifique. Et Sophie Lulic d'ailleurs. Ah, il est rentré dans le cœur du jeu avec son pied droit. Pourtant, il y avait une bonne intervention de Maïle. Et on est arrivé à la fin de cette 19e numéro de la saison. On n'aura pas d'espresso cette semaine parce que le café, il était assez long avec Grégory Pessler. Et il était chaud et noir et bouillant. Voilà, comme on aime dans notre comptoir. Et on était ravis vraiment d'avoir les consultants de Bisport pour analyser cette première partie de saison, Cédric. Exactement. Du coup, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez réagir ou nous contacter sur contact@calcioespresso.com et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou Telegram. Et vous pouvez aussi revoir notre premier live vidéo avec Florian Sabatier sur notre canal YouTube ou encore sur Facebook.
C'était un numéro consacré à Massimiliano Allegri et l'actualité du football italien. Et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur le site calcioespresso.com et nos podcasts sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube, Amazon. Et nous écouter les vendredis à 18h et les dimanches à 11h sur Radio Italiana Vera et Radio Grande Air. Merci de Cédric. Merci Valentina et merci à tous de nous suivre et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.